Bien, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette dernière intervention, cette dernière table ronde. Nous allons donc nous poser cette question que beaucoup, je pense, se posent aujourd'hui et qui est un enjeu important pour l'avenir de nos mouvements politiques respectifs. Alors ce clivage gauche-droite, il marque la vie politique française depuis peut-être 2 siècles. On dit que la France a inventé ce clivage au moment de la Révolution française, même si c'est affirmé réellement plutôt à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il y a de nombreuses interrogations sur son affaiblissement. On voit dans les sondages, notamment réalisés par le Cevipof, que 60% environ des Français pensent que le clivage gauche-droite a perdu de sa pertinence. On peut noter également que les 2 finalistes de l'élection présidentielle de 2017 comme de 2022 ne se définissent ni comme de droite ni comme de gauche. Et d'un autre côté, ce clivage semble ressurgir périodiquement à des événements comme les récentes manifestations contre la réforme des retraites ou encore la question du mariage pour tous en 2012. Et lorsqu'on demande également aux Français de se situer sur l'axe gauche-droite, une faible minorité finalement refuse de se positionner. Et généralement, les Français se placent sur une échelle allant de la gauche vers la droite. Alors ce paradoxe nous fait également penser que ce clivage a un lien avec la question de la souveraineté, historiquement. On peut penser que la question de la souveraineté nationale est d'abord portée par la gauche au moment de la Révolution française. Les cris de « Vive la nation » émanent de ceux qui se placent plutôt à gauche de l'Assemblée. Après la Deuxième Guerre mondiale, la souveraineté nationale est essentiellement portée à droite par cette grande figure qu'est le général de Gaulle, mais également à gauche par le Parti communiste qui propose d'associer le drapeau rouge et le drapeau bleu-blanc-rouge. Et puis, plus récemment, il semblerait que ce soit devenu, dans les discours médiatiques et politiques, une cause qui serait associée à l'extrême droite, au nationalisme, etc. Pourtant, on peut rappeler que dans notre Constitution, le titre premier s'intitule « De la souveraineté » et que l'article 3 stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum et qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. En écho à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et on peut également constater que le mot de souveraineté fait également son retour, y compris au sein de ministères du dernier gouvernement sous la houlette d'Elisabeth Borne. Bref, ces notions sont complexes et on va essayer de les clarifier, de clarifier leur articulation. La défense de la souveraineté peut-elle dépasser ces oppositions et rejoindre les 2 rives du spectre politique? Donc nous allons étudier cette question avec nos 2 invités de marque. Nous avons tout d'abord Marie-Françoise Bechtel. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez effectué votre carrière au Conseil d'État notamment, où vous avez été élève à l'ENA, que vous avez ensuite bien plus tard dirigé entre 2000 et 2002, et vous aviez notamment à cette époque un élève qui s'appelait Julien Aubert. Vous avez été député entre 2012 et 2017 au sein de différents groupes parlementaires de gauche, et aujourd'hui vous êtes présidente de République Moderne, qui se veut un club politique de défense de la République et de l'indépendance de la France. Nous pouvons l'applaudir. Et donc, Henri Guénaud, vous êtes haut fonctionnaire, vous avez effectué différents postes au sein de l'État. Vous êtes entré en politique avec le référendum de Maastricht en 1992, avec Philippe Séguin, avec Charles Pasqua, évidemment pour le nom. Et puis plus tard, vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy pendant sa présidence entre 2007 et 2012 et député ensuite entre 2012 également et 2017. Vous êtes essayiste, vous avez écrit de nombreux ouvrages et le plus récent s'intitule « De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque », paru en 2020. Nous pouvons applaudir également Henri Guénaud. Alors pour commencer cet entretien qui s'annonce riche, et nous n'avons qu'une heure, donc nous allons entrer directement dans le vif du sujet, nous allons aborder avec cette question du clivage gauche-droite. Et ma première question serait, est-ce que vous vous définissiez, est-ce que dans votre identité politique, vous vous définiriez comme de gauche ou de droite à chacun des 2 intervenants, et qu'est-ce que ça signifierait pour vous? Alors je vais commencer avec la personne qui représenterait, on va dire, plutôt la gauche, mais qui est à ma droite. Marie-Françoise Bechtel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, une petite clarification d'abord, c'est sur le titre de notre table ronde.
je conteste, et je crois que je ne suis pas la seule, le concept de souverainisme. Je pense que c'est un concept qui n'est pas clair et qui est un concept finalement qui nous renvoie à une vision très provinciale de la souveraineté. Et quand je dis provincial, je ne m'emploie pas le mot par hasard, le souverainisme, vous pouvez consulter les dictionnaires que vous voulez, c'est le sécessionnisme québécois. C'est ça, la définition dans le dictionnaire du souverainisme. Par conséquent, reprendre le mot, faire une sorte de barbarisme attaché à la souveraineté, moi, je vous le dis, je comprends que dans la conversation, le mot vienne un peu facilement. C'est pas criminel. Mais enfin, si on veut en faire un concept de référence, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas souverainiste. Je suis attaché à la souveraineté populaire et nationale, qui a été si bien définie encore par Stéphane Rosès tout à l'heure, mais je ne suis pas souverainiste. Effectivement, je pense qu'Henri Guénaud, vous êtes d'accord sur ce sujet-là. Voilà un débat qui commence par un accord unanime entre les deux parties. Un accord sur un désaccord. Je ne me suis jamais défini comme souverainiste, et je l'ai écrit il y a très longtemps. Je vais aller très, très simplement à l'essentiel. Le problème pour moi, c'est que le souverainisme confond la fin et les moyens. Voilà. La souveraineté, ça n'est pas une fin en soi. C'est quelque chose, on en reparlera tout à l'heure, mais qui, à mon sens, est inaliénable pour un peuple. Mais on n'imagine pas le général de Gaulle commençant ses mémoires de guerre par « toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la souveraineté française ». Non, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Donc ce qui compte, la finalité, ça n'est pas la souveraineté, c'est ce qu'elle permet d'accomplir. Voilà. Et donc je trouve que privilégier le cadre sur le fond est quelque chose qui me dérange comme définition de ce que je suis. Voilà, alors je suis comme Marie-Françoise Bechtel, très attachée à la souveraineté nationale, populaire, appelez-la comme vous voudrez. Je pense qu'il faut la distinguer de l'indépendance, hein, qu'on utilise le mot souveraineté lui-même de façon parfois un peu simpliste, et à force de ne pas appeler les choses par leur nom et de ne pas comprendre que quand il y a deux mots en français, c'est qu'il y a deux choses, on finit par tout confondre. Voilà. Mais donc je reconnais que c'est commode de dire souverainisme, mais que c'est un enfermement dans lequel je ne veux pas moi-même, dont je ne veux pas être prisonnier. Donc nous allons parler dans ce débat de souveraineté. Et d'ailleurs, est-ce que d'après vous, j'en profite pour rebondir sur ce sujet, est-ce que c'est un des défauts et une des explications du fait que les mouvements politiques qui aujourd'hui justement sont attachés à la défense de la souveraineté nationale et populaire ont finalement du mal à percer électoralement? Est-ce que le fait de se définir comme souverainiste est un des obstacles? Est-ce que vous en voyez d'autres qui expliquent aujourd'hui que même si les Français semblent partager beaucoup d'idées relatives à l'affirmation de l'État et de la souveraineté de la France, électoralement ça ne se traduit pas forcément? Marie-Françoise Bechtel. C'est-à-dire, je ne sais pas si on a un grand gain à dire aux Français, voilà, je suis souverainiste, comme vous. Je crois que ça ne parle pas aux gens. Et c'est encore une fois un mot dont vous avez très bien défini l'inanité philosophique. Moi, je me suis bornée au plan linguistique, mais nous tirons dans le même sens. Donc, pour les gens, ça n'a pas vraiment de sens. Après, je reconnais qu'aller voir les gens en disant « je suis attaché à la souveraineté populaire », évidemment, personne, aucun candidat, jamais sur aucun marché, ni dans aucun meeting, ne va dire autre chose ou le contraire. Et là, nous entrons dans le vif du débat, c'est-à-dire que derrière l'attachement à la souveraineté, c'est comme quand on chante l'hymne national, hein, derrière l'attachement à la souveraineté, d'où personne ne va dire qu'il ne l'est pas attaché précisément. Derrière cet attachement, qu'est-ce qu'il y a réellement? C'est la question qui a surgi dans ce pays il y a maintenant une trentaine d'années. Henri Guénaud, comment vous expliquez vous aussi la faiblesse la difficulté à convertir ces idées qui semblent majoritaires dans l'opinion en résultats électoraux pour les partis qui défendent une vision forte de la souveraineté? Alors, d'abord, je crois qu'on ne peut convaincre les gens que quand on sait soi-même ce qu'on est, ce qu'on pense, et ce qu'on veut partager avec les autres. Et la souveraineté, c'est un mot en réalité très compliqué, abstrait, compliqué, et qu'on utilise, j'y reviens, de façon souvent simpliste. On dit par exemple, on a perdu notre souveraineté. Aucun peuple, tant qu'il se considère comme un peuple, ne peut perdre sa souveraineté. C'est la définition même d'un peuple. C'est quoi la souveraineté? C'est
le refus ultime d'un peuple, sa capacité à la fin des fins de dire non. Et aucun peuple n'est privé de la capacité de dire non, quitte à perdre la vie, quitte à risquer sa vie. Bon, on peut toujours dire non. Vous savez, alors, j'ai une petite divergence sur Camus avec Marie-Françoise Bechtel. Oui, vous m'avez dit un jour, oui, mais c'est pas le sommet de la philosophie. Non. Mais moi, je pense que les hommes politiques devraient lire L'Homme révolté. Voilà. Et dans L'Homme révolté, il y a cette phrase extraordinaire. Je vous taquine, c'était pas. Il y a cette phrase extraordinaire, c'est qu'est-ce qu'un homme révolté? C'est un homme qui dit non. Et qu'y a-t-il dans ce non? Dans ce non, il y a, vous avez franchi une limite. Et il donne l'exemple de l'esclave qui dit non à son maître parce que il a franchi une limite. L'esclave risque la mort, ou en tout cas la torture. Mais personne ne peut lui enlever la possibilité de dire non. Les maquisards des Glières, ils sont pour la plupart morts, et ils savaient qu'ils allaient à la mort, et ils ont continué à dire non. Personne ne peut empêcher. Alors cette souveraineté, elle appartient à la personne, et elle appartient à un peuple. Voilà, un peuple qui est une sorte de personne au fond. Voilà. Donc moi, je crois qu'il faut se redire ça sans arrêt. Notre souveraineté, c'est notre capacité à dire non. Elle tient aussi à notre courage, à notre caractère. Mais c'est pas la même chose que l'indépendance, et c'est pas la même chose que les moyens de la souveraineté ou de l'exercer. Mais les peuples qui veulent l'exercer, ils peuvent rester 100 ans colonisés par les autres, et au bout de 100 ans se dire, finalement j'ai décidé de dire non, et vous aurez remarqué une chose, c'est que même à main nue, ils finissent en général par gagner. C'est-à-dire que la souveraineté a été déléguée en réalité, mais elle appartient essentiellement au peuple. Oui. Marie-Françoise Bechtel, c'est exactement ça. Nous ne pouvons pas perdre la souveraineté, ça n'a pas de sens. Mais en revanche, nous pouvons l'avoir vidée de sa substance. Et en France, c'est ce qui s'est produit par perfusion successive venant des traités européens, avec pour médecin perfuseur le Conseil constitutionnel, qui a répété sans cesse son mantra, ces dispositions, pour être contraires à la Constitution, ne doivent pas porter atteinte aux conditions d'exercice essentiel de la souveraineté. Mais à force d'accumuler des conditions qui ne portent ou ne portent pas ombrage aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté, on finit par accumuler tant de dispositions que la souveraineté se dilue, se perd, non pas dans sa forme théorique, bien entendu, mais dans sa pratique. Le professeur Tropper a très bien montré ça. Il a dit, mais quand est-ce que ça s'arrête? À quel moment est-ce que finalement, à coup de transfert de souveraineté, on arrive à une dilution de la souveraineté? Je crois que nous en sommes arrivés là. Le dernier épisode étant le TSCG, le traité sur la gouvernance européenne, qui fait de la règle des 2%, qui paraît bien comique aujourd'hui d'ailleurs, de 2% du déficit budgétaire, qui en fait une règle d'airain s'appliquant au pays sous le contrôle de la Commission européenne. Si j'ai été parlementaire, d'autres que moi l'ont été ici, avant l'adoption du budget, il y a réunion dans les sous-sols de l'Assemblée nationale avec des représentants de la Commission qui viennent vérifier que le budget qui va être soumis aux représentants de la nation est bien conforme aux 2 semestres européens. C'est quelque chose, quand on sait que la Déclaration des droits de l'homme veut que tout de même le peuple consente à l'impôt par la voix de ses représentants, et que l'impôt, c'est le budget, bien évidemment, et réciproquement, si je puis dire, c'est quelque chose de monstrueux. Et ça, personne n'a jamais consenti à ça. Enfin, n'a jamais consenti explicitement à cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que la souveraineté est rongée par une série de dispositions, de mesures. Il faudrait parler aussi de l'intrication entre les institutions et les compétences, qui est telle aujourd'hui que vous donnez une compétence, mais vous créez une institution ou un sous-comité, le cas échéant, pour régir l'exercice de cette compétence. Et finalement, les seuls qui seront en première ligne pour défendre la souveraineté française, ce sont les administrations, puisque vous envoyez les administrateurs à Bruxelles pour négocier dans le cadre avec la Commission, dans le cadre de tel et tel sujet. Et généralement, d'ailleurs, je l'ai remarqué longtemps dans ma carrière, qui a été longue, ils partent sans aucune instruction de leur gouvernement, quel qu'était celui-ci. Donc ils arrivent à Bruxelles et puis ils reviennent en disant « voilà ce que Bruxelles a décidé ». Et puis ils se sont tus.
Voilà. Donc ça, c'est la souveraineté concrète. Il faut parler quand même des choses concrètes, telles qu'elles s'exercent, non pas au stade de la proclamation de ce que la France consent, comme dit la Constitution, dans le cadre de l'Union européenne, mais de la façon dont les choses se passent et de la manière dont les compétences réelles s'exercent réellement. Et pourquoi cette difficulté, justement? Pourquoi cette difficulté à dire non, comme vous disiez, Henri Guénaud? Je crois que le général de Gaulle disait que les hommes politiques, finalement, qui étaient pour la construction européenne à l'époque, le faisaient finalement par confort de se débarrasser de leurs responsabilités, de dire bah, écoutez, on ne peut rien faire, c'est au-dessus que ça se décide. Est-ce que c'est cette lâcheté qui explique cette difficulté pour beaucoup de membres du personnel politique à dire non? Oui, ce que décrit Marie-Françoise Bechtel, en réalité, c'est le renoncement, la lâcheté, l'abandon de ceux qui sont censés incarner la souveraineté du peuple et défendre l'indépendance de la nation. Le problème, il est dans le type d'hommes politiques, de gouvernants, d'élus qui dirigent notre pays, mais pas seulement notre pays. Aussi les autres pays européens, et ça va d'ailleurs au-delà même de l'Europe. Il y a les conventions internationales. Donc on a créé tout un système dont la logique profonde était la dépolitisation de l'économie et de la société. C'est-à-dire que la politique, finalement, c'est pas bien, ça se trompe tout le temps, il y a des gens beaucoup plus intelligents, et puis il y a une intelligence collective encore plus grande qui est celle du marché. Il faut lui laisser la place. Et au fur et à mesure, évidemment, que la politique s'est défaite de tous les leviers d'action dont elle disposait, la confiance des peuples s'est effondrée. Leur rancœur vis-à-vis de la politique, non pas parce qu'il y en avait trop, mais parce qu'il n'y en avait plus, elle s'est accrue. Et moi, je suis resté frappé par une phrase de Madame Merkel au moment où précisément on discutait de la règle, de l'idée d'inscrire dans les traités, alors finalement ça n'a pas été fait sous cette forme parce que la France s'y est opposée, de faire des règles budgétaires une règle d'or, voilà, qui serait sanctionnée par la non, on l'a pas faite. On n'a pas inscrit. On l'a pas inscrit, donc on n'a pas consenti à ça. Vous avez très bien dit, vous avez employé le mot, mais je vais y revenir un instant. Mais vous avez employé le mot. On n'a jamais consenti en réalité à ça. Donc c'est pas l'idée de nos partenaires et en particulier des Allemands, c'était de dire voilà, on va faire une règle d'or comme aux États-Unis sur le plafond d'endettement. Et puis la Cour de justice tranchera. Il y aura des contentieux. Voilà, donc on en est resté au système d'avant, dans lequel effectivement la Commission peut mettre une amende, mais on peut après éventuellement saisir la Cour de justice, mais elle est rarement saisie sur cette question-là. Mais on n'a pas réellement constaté. Et la phrase de Mme Merkel était la suivante à Nicolas Sarkozy qui disait non, ça c'est pas possible, et elle lui disait mais Nicolas, tu comprends, ils ne nous font plus confiance. Alors c'était tout, c'était les marchés, les institutions, voire une partie des peuples. Il faut donc que ce soit d'autres qui décident à notre place. C'est extraordinaire. Et de la part de quelqu'un qui exerçait vraiment le pouvoir, qui ressemblait pas je vais être méchant, un peu aux zombies qu'on trouve en Europe aujourd'hui, mais c'est très intéressant de voir à quel point cette idée de la dépolitisation et donc de la fin de la responsabilité politique est devenue courante. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que on a mis, droite ou gauche confondue, savamment en place ce système, ce mécanisme, cet engrenage, et qu'aujourd'hui on se retrouve en face d'une crise de la démocratie d'une profondeur qu'on n'avait pas connue depuis l'entre-deux-guerres. Voilà, mais l'histoire du déficit budgétaire, on n'est pas obligé. On peut dire non.
Un journaliste m'avait dit un jour, il disait, mais il faut s'endetter pour investir. Oui, mais si vous dépassez les critères, la commission ne va pas être d'accord. Et oui, alors alors, elle vous mettra une amende. Alors, je ne la paierai pas. Mais voilà, je ne la paierai pas. Et là, il n'y a aucune juridiction peut vous obliger, même en rendant des arrêts de la Cour de justice, je ne la paierai pas. Elle me dit, mais alors, ils ne vous verseront plus les subventions. Je dis, très bien, moi, je ne verserai plus la cotisation. Qui est supérieur. Mais je dis, vous savez, on ne va pas en arriver là, parce que quand on va arriver au bord de ça, on va se remettre autour de la table. Voilà, comme pour la chaise vide sur la politique agricole commune de Gaulle. C'est notre incapacité, notre manque de courage ou de volonté, ou par idéologie pour certains, de faire la chaise vide ou de dire non, qui nous empêche. Et je finis, on en a parlé hier avec Madame Le Pourrier et la salle, de la question de la hiérarchie des normes. Mais qu'est-ce qui nous empêche ou qu'est-ce qui empêche un président de la République de saisir le peuple par la voie de l'article 11, de modifier l'article 55 de la Constitution pour y inscrire une disposition que Mme Bechtel connaît très bien, puisqu'elle m'a raconté un jour qu'elle attendait la délibération du Conseil d'État à la porte le jour où ils ont décidé, où l'Assemblée du Conseil d'État a décidé de prendre l'arrêt Niccolo. 89. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui empêche le président de la République, sous les hauts cris d'un tas de gens, mais avec l'article 11, de saisir le peuple français de l'inscription dans l'article 55 de la disposition qu'on appelait jadis la loi écran, c'est-à-dire la dernière volonté du législateur l'emporte, donc la loi, quand elle est postérieure au traité, elle l'emporte, parce que depuis 1958, la nature des traités internationaux, du droit international et du droit européen a complètement changé. Avant, c'était le droit entre les États, maintenant, c'est du droit interne. Donc, ça ne peut plus continuer, et nous avons vécu pendant des décennies sous la jurisprudence de la loi écran, et le monde ne s'est pas effondré, la France ne s'est pas disqualifiée, l'Europe même a continué sa construction. Voilà, je m'arrête là, mais nous avons quand même encore le pouvoir de dire non, si nous le voulons. Mais il y a une institution, avant même d'en arriver là, qui avait le pouvoir de dire non et qui ne l'exerce pas, c'est le Conseil constitutionnel. Le tribunal administratif de Karlsruhe, constitutionnel de Karlsruhe, qui est la Cour constitutionnelle allemande, sait dire non de temps en temps. Il l'a fait de manière éclatante, d'ailleurs, récemment encore. Le Conseil constitutionnel français dit toujours oui. Il est allé audace suprême un jour, jusqu'à écrire en 2004 ou 2005, qu'une directive pourrait n'être pas transposée en droit français, une directive, on ne parle pas d'un règlement ni de la loi européenne elle-même, une directive pourrait n'être pas transposée en droit français si elle portait atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. Très bien, excellent. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'identité constitutionnelle de la France ? À peu près rien. Le principe de laïcité, quand même, qui n'est pas rien, mais ce n'est pas tellement sur ce terrain que les directives interviennent. Et le suffrage universel, disait le commentaire autorisé, c'est-à-dire absolument rien. Et le même arrêt qui a pourtant été pris sous Pierre Mazeaud, qui est un homme extrêmement honorable, qui a honoré largement le Conseil constitutionnel de sa présidence, c'est pour dire la force de la pression, d'un certain nombre de pressions. Le même arrêt dit que c'est un devoir constitutionnel pour la France que de transposer les directives européennes. Or, les directives européennes, qui font la trame de notre vie de tous les jours, les directives européennes, d'après le traité maintenu sur ces termes, bien qu'il ait beaucoup évolué sur d'autres termes, lient les États quant aux résultats à atteindre. Donc on prend les moyens qu'on veut pour arriver au résultat demandé par la directive. C'est toujours la lettre du traité. Or, les directives sont de plus en plus des sortes de toiles d'araignée qui vont chercher, qui tissent dans tous les coins et qui donnent qui déversent littéralement les moyens qui sont à utiliser pour atteindre les objectifs. Et nous transposons ça tel quel, alors que nous pourrions très bien dire non. Alors, je pense que nous avons fait un bon panorama du constat de cette dépossession finalement des moyens de notre souveraineté. J'aimerais qu'on rentre dans la dimension peut-être un peu plus pratique et un peu plus politicienne. Alors je vous arrête sur l'idée un peu plus pratique. Si la politique, ça commence pas par cette question-là et par la réponse à cette question, il n'y a plus de politique. Donc il n'y a plus de pratique. C'est-à-dire que la pratique, ce sont les juridictions qui vont la faire. Qui vont la faire. Vous savez, maintenant on fait le droit. On fait le droit dans le dialogue des juridictions. Non, mais juste pour rajouter un mot, cette question, elle est fondamentale. C'est-à-dire,
quelle est la place de l'expression de la souveraineté du peuple ou de la nation dans l'ordre juridique. Si nous ne répondons pas à cette question, eh bien nous ne ferons rien. Voilà, alors, d'abord, nous n'avons jamais consenti à cette primauté du droit européen. C'est une décision jurisprudentielle en 1964 de la Cour de justice. Cette disposition, la disposition de la primauté de la loi européenne sur la loi nationale avait été introduite dans le projet de constitution européenne. Elle a été sortie de ce projet, donc elle n'est pas dans le traité de Lisbonne. Dans le traité de Lisbonne, elle a été inscrite dans une déclaration annexe qui n'a aucune valeur juridique et qui dit exactement ceci. Premièrement, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de justice, et deuxièmement, elle fait référence à c'est pas une décision, mais non, c'est pas un acte, c'est une expertise de la direction juridique de la présidence, c'est-à-dire rien. Rien. Donc il n'y a aucun traité qui nous y oblige. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, encore une fois, c'est un acte politique, et là, si souverainisme il y a, et si défense de la souveraineté il y a, alors tout le monde, tous ceux qui défendent la souveraineté devraient être d'accord sur ce point, même si c'est une bataille politique considérable. Si on se heurtera à un mur, Mme Béchel parlait du Conseil constitutionnel, elle a raison, mais le jour où vous inscrivez dans la Constitution que la loi postérieure l'emporte, après c'est à la responsabilité des hommes d'État et des hommes politiques de ne pas faire n'importe quoi avec, mais c'est fini, le juge n'a plus une once de possibilité d'interprétation, puisque c'est une date. Contrairement à tous ceux qui disent « oui, il faut mettre dans la Constitution que si c'est les intérêts supérieurs de la nation, l'intérêt vital », mais ça c'est le juge qui en décide. Comme l'identité constitutionnelle, c'est bien gentil. En soi, c'est pas absurde, mais qui en décide? Le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, comme il a décidé, par exemple, que la fraternité, c'était un principe constitutionnel. Bon. Oui. Tout ça est vrai, et c'est surtout les conséquences qu'il en a tirées qui sont étranges. Tout ça est vrai, mais il faut bien voir que le dispositif demandera une sérieuse bataille quand même, car c'est en 1963 que le célèbre arrêt Costa contre Enel dit à la stupéfaction générale, les gens ont été tellement stupéfaits que personne n'a réagi, que le droit européen est supérieur au droit national. C'est ce qu'il dit. Introduire un droit... Bon, non, mais si c'est inscrit dans la Constitution, noir sur blanc, le Conseil constitutionnel... Non, mais personne n'a réagi à ça. On était en 63, époque encore gaulliste d'ailleurs. Mais seulement à l'époque, il n'y avait pas eu toute cette... Il faut le dire quand même, il n'y avait pas eu toute cette trame de droit européen, d'origine européenne, qui sous forme de lois, règlements, directives et j'en passe, un certain nombre d'autres, actes dont la définition n'existe pas juridiquement parfois. Le doyen Gogel à l'époque l'avait soulevé, c'est dans les années 90. À coup de tous ces actes juridiques, nous avons une sorte de toile qui se tisse au-dessus de nos têtes, et puis la loi nationale, là, donc si on fait une percée à la loi nationale, c'est très bien, mais ça va nous mettre dans de très longues négociations sur beaucoup de sujets. Il faut y être prêt. Oui, et c'est ça qu'on doit attendre d'un gouvernement. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Mais ça, ce sont des moyens. Pour répondre à votre question, ce sont bien des moyens pratiques. Oui, voilà, bien sûr. Non, mais je pensais à une dimension de pratique militante. Juste, vous avez parfaitement raison, mais encore une fois, rien ne nous empêche de le faire. Et moi, j'ai entendu beaucoup de gens sur les tables rondes, mais c'est pas la première fois, dire il faut établir un rapport de force. Mais comment vous voulez établir un rapport de force si vous n'avez pas la primauté de la loi nationale sur le reste? Pour clore cette partie de la conversation, vous savez, quand il s'est agi on raconte que quand il s'est agi de ratifier la Charte européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, le ministre de l'époque est venu voir le général de Gaulle, en lui présentant la Charte, et le général de Gaulle lui a dit « Mon cher ministre, vous savez, d'abord il y a la France, ensuite il y a l'État, et enfin il y a le droit. » Voilà. Mais parce que même si à l'époque la question de la hiérarchie des normes avait pu être traitée par le Conseil constitutionnel, je veux dire, la façon de gouverner faisait que
personne n'a jamais rappelé au général de Gaulle que ce qu'il faisait était illégal, en tout cas personne en France. Voilà. Et que finalement, toutes les entorses qu'il a pu faire, elles ont permis d'engager vraiment de la négociation dans un rapport de force qui était très favorable à nos positions. J'ai l'impression que nous dérivons un peu sur la question européenne par rapport à vos questions initiales. Mais ce n'est pas un hasard. Oui, c'est le point sur lequel nous nous rencontrons, je pense, le mieux. Bien sûr, la souveraineté se construit aujourd'hui. Dans les entraves à la souveraineté, il y a bien sûr la question européenne. Mais ça vaut autant pour le libre-échange, ça vaut autant pour oui. les conventions internationales, ça vaut, voilà, dans lequel on a laissé aux juges des pouvoirs qui sont pas supportables en réalité. Quand le juge décide qu'une convention internationale, même quand elle n'est pas contraignante, décide de son propre chef que finalement elle est contraignante, on l'a vu dans l'affaire Lambert, ça a fini par être démenti par la Cour de cassation, et par le Conseil d'État, parce que le juge s'était attribué un pouvoir. Quand la Cour d'appel de Paris a utilisé une convention de l'ONU qui n'avait pas de caractère contraignant, comme si elle en avait un. Voilà. Alors après, le Conseil d'État, parce qu'on avait piétiné ses plates-bandes, a dit que ce n'était pas vrai, puis la Cour de cassation a confirmé. Mais on voit bien qu'on va très loin. Alors, face à tout cela, il y a eu une tentative d'unir justement les républicains des deux rives. Et j'aimerais qu'on ouvre un peu une nouvelle partie de cette conversation. Je pense à la candidature de Jean-Pierre Chevènement en 2002, justement, qui se voulait une candidature d'union des républicains, de Français attachés à la primauté de la souveraineté nationale de droite et de gauche. Qui a eu un résultat mitigé, ou en tout cas décevant selon la plupart des observateurs. Alors qu'est-ce qui a manqué à l'époque, et est-ce qu'aujourd'hui la situation vous semble différente, plus favorable? Qui souhaite réagir? Marie-Françoise, si vous voulez. Alors ça, c'est une question très intéressante, et je crois qu'il faut remonter un petit peu plus haut. Quand est-ce que la question des menaces sur la République ou de l'actualisation des valeurs républicaines est venue en France? Effectivement, je crois, mais je parle sous le contrôle, je suis prête à revenir sur cette affirmation, mais il me semble quand même que dans le monde politique, c'est Jean-Pierre Chevènement qui l'a posé dès les années 82, notamment à propos de l'industrie et de l'école. Et je me rappelle pour ma part ma stupéfaction à l'époque d'avoir entendu dire que tout cela posait le problème de la République. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. À l'époque, je peux vous l'avouer, je pensais que le problème, c'était la lutte des classes. Je ne voyais pas à quoi la République, pour moi c'était une affaire classée, l'école républicaine, les frontons, les drapeaux, tout ça, ça allait très bien naturellement. Je ne voyais pas le problème. Et petit à petit, je l'ai vu. Je l'ai vu jusqu'au moment où est arrivé le référendum de Maastricht. Alors à ce moment-là, on arrive au premier temps que vous posez, et où on a effectivement cette union des républicains des deux rives, avec deux hommes extrêmement honorables, qui sont Jean-Pierre Chevènement et Pierre Seguin, qui nous a quittés et qui méritent d'être salués. Ce sont vraiment deux hommes qui ont essayé à ce moment-là de penser la souveraineté de la France à l'aune de son avenir. Pas à l'aune du passé, le point est très important, je crois, mais à l'aune de son avenir. Cela a été suivi ensuite de la candidature de Jean-Pierre Chevènement à la présidentielle, qui n'a pas donné, vous l'avez dit, le résultat escompté. Et puis moi, je vois clore cette séquence qui commence dans les années 80-90. Je la vois se clore en 2005 avec le référendum, dont il a été longuement question à juste titre ce matin, le référendum de 2005, dans lequel la volonté populaire est trahie, littéralement trahie. Il n'y a pas d'autre mot. Je crois que là, c'est la fin, ça clôt cet épisode de tentative de rencontre entre les républicains des deux rives. Alors vous posez une question redoutable, je ne vais pas être trop longue. Est-ce qu'aujourd'hui, en franchissant presque une vingtaine d'années, est-ce qu'aujourd'hui la question peut se reposer, et dans quels termes se reposer? Peut-elle se reposer? Alors premier point, il y a eu cette évolution du droit européen qui a tissé une véritable toile d'araignée dans laquelle nous sommes aujourd'hui pris, qui est un obstacle tout de même redoutable, mais comme nous l'avons traité, je n'y reviens pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus préoccupant, c'est l'évolution de notre société, notamment de toute la classe moyenne, qui dérive loin des valeurs républicaines. La woke culture, la cancel culture, l'accent mis perpétuellement sur les questions de genre, d'identité, et plus généralement sur les questions de différenciation, tout ça sont des choses qui font dériver la société française jusqu'à un point où je ne sais pas si d'autres que moi ont la réponse, mais je m'interroge. Je ne sais pas jusqu'à quel point cela gangrène notre société. Mais je ne sais pas. Mais c'est un sujet très grave sur lequel, comme d'autres, je me suis beaucoup interrogée.
je crois qu'il faut le lier quand même à la société de consommation, arriver à travers le modèle néolibéral dont il a été aussi question ce matin, arriver à quelque chose de fou. Et je pense que l'obstacle principal aujourd'hui, il n'est pas politique, il est social ou sociétal. Et ça, sans parler même des dérives de l'école qui elle-même est très atteinte par toutes ces questions d'identité de genre. J'ai entendu raconter que lors d'un cours pas un cours de philo, mais lorsqu'un choix de spécialité philo dans un grand lycée parisien, on donnait pas du Kant, du Hegel, toutes ces choses misérables. On donnait des textes sur le transgenre et l'identité sexuelle. Je dois dire, quand on arrive à ce point, et là, ça touche vraiment les classes moyennes par l'enseignement et par la manière dont les enseignants, on pourrait parler de l'université, dont les enseignants enseignent et donc créent naturellement de l'idéologie dans la tête de ceux à qui ils enseignent. Je pense que là, nous arrivons à un conflit dur qui n'est pas un conflit politique, mais qui est peut-être un conflit sociétal. Donc les menaces sont plus importantes et nécessitent peut-être plus qu'il y a 20 ans. Je crois que l'effondrement des valeurs de la République est beaucoup plus grave qu'il y a 20 ou 30 ans. Henri Guénaud, quel est votre avis sur cette question ? Alors, c'est pas seulement l'effondrement des valeurs de la République, c'est l'effondrement des valeurs de civilisation, de la civilité, de la société. C'est l'idée même de société qui est en train de démocratie qui sont en train de s'effondrer. Et ça change beaucoup de choses. Alors, Marie-France Bestel a raison sur ce qu'on appelle le wokisme, qui envahit la convergence des luttes, jusqu'à maintenant, qui envahit l'école, l'université, mais là où j'ai un petit point de désaccord, c'est que c'est quand même une question politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour endiguer ça que la politique. Voilà, parce qu'il se crée un système dans lequel, on le voit à l'université, dans la recherche, en tout cas, alors évidemment pas dans les sciences dures, mais dans les sciences sociales, humaines, etc. Si vous n'êtes pas dans ce cercle de pensée, vous êtes exclu des subventions, exclu des promotions, exclu de la reconnaissance. Vous avez sur le dos la meute, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, certes minoritaire, mais extrêmement dangereuse, qui condamne le prof dissident soit à quitter son poste, soit à faire amende honorable, soit au suicide, parce que il y a aux États-Unis, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont harcelés à un point qui est devenu hallucinant, avec un degré d'inintelligence, d'inculture, mais donc c'est plus confortable si personne ne vient, si la politique ne vient pas vous défendre, si elle ne vient pas vous aider à résister, la plupart des gens ne résistent pas. Voilà, moi j'ai entendu, on a récemment parlé là, du wokisme à l'université, et la réponse de la ministre, alors la première réponse, celle de la ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, Madame Vidal, gouvernement précédent, ça avait été de dire, oui, c'était sur l'islamophobie, mais aussi sur le wokisme, je vais demander au CNRS de faire un audit des universités. Alors ça, quand vous faites ça, vous êtes sûr que ça ne peut pas marcher, c'est-à-dire qu'il y a c'est une rivalité de féodalité qui fait que ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'était une réponse absurde. Et la réponse aujourd'hui, c'est jamais je ne toucherai à la liberté pédagogique des enseignants. Et cette question s'est posée notamment à propos de la langue l'écriture inclusive. Oui, de la langue de l'écriture inclusive, puisque maintenant, il y a des universités où on donne des sujets en écriture inclusive. C'est quand Alors même... qu'elle est interdite dans l'administration, oui. mais possible dans l'université à raison des franchises universitaires. Oui, mais la franchise universitaire n'a jamais interdit l'État de prendre une loi pour réduire les franchises universitaires. Enfin, la franchise universitaire, elle ne peut pas aller jusqu'à autoriser de donner des sujets en écriture inclusive. Si le pouvoir politique, les représentants de la nation ne sont pas d'accord. Voilà, donc, et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour que la résistance s'organise et pour que cela n'ait pas lieu. Il n'y a pas d'autre option que celle de la politique. C'est comme il n'y a pas d'autre option que la politique face à la puissance des marchés, face à l'argent, même si parfois elle ne trouve pas les moyens, parfois, mais il n'y a pas d'autre option. C'est débarrassez-vous de l'État et de la politique
Et vous vivrez dans un monde de déterminisme absolu, qu'il soit économique, sociologique. Et aujourd'hui, le problème, il touche, encore une fois, pas seulement la culture et ce qu'on appelle, moi je déteste ce mot sociétal, il touche toute la société qui est traversée de multiples fractures qui vont de l'économie jusqu'au culturel et au civilisationnel. Et une société qui est aussi divisée, à mon âge on se répète beaucoup, mais elle correspond exactement à ce que décrit René Girard, c'est-à-dire une société trop divisée. Dans l'histoire de l'humanité, elle tend toujours à reconstituer son unité par la violence. Et donc ce que nous avons sous les yeux, c'est l'émergence de la violence, la violence physique, la violence mimétique, la violence du bouc émissaire. Voilà, et ça c'est un sujet, c'est le grand sujet politique du moment. Mais c'est évidemment, ça touche la société, mais c'est politique. Voilà, c'est politique. Le jour où la politique renonce, ben c'est fini. Il ne reste plus qu'à attendre la violence qui remettra d'ordre par la politique, mais pas la meilleure. Hein. Oui. Voilà, et on est au cœur du sujet. Le problème de la droite et de la gauche en particulier, c'est qu'elle est passée du social au sociétal. Voilà, c'est tout. Donc le problème, c'est en fait la trahison par les partis de la mission que leur confiait l'histoire. C'est-à-dire de ce que portaient les familles politiques. La France ne se passera pas dans son imaginaire politique de la droite et de la gauche, mais au sens que l'histoire lui a donné. Alors, c'est plus compliqué pour la droite, d'ailleurs, à mon avis, que pour la gauche, mais aujourd'hui, un parti de gauche n'est plus en phase avec la mission historique qu'il devrait défendre, avec toutes les nuances et toutes les différences qu'on peut avoir. Voilà, donc ça a profondément changé, et je suis convaincu d'une chose, c'est que ce ne sont pas les partis qui feront les prochains grands choix politiques de la nation. Alors ils peuvent les perturber parce qu'ils ont verrouillé le système avec à la fois les parrainages, l'argent, les dotations publiques, etc., qui leur donnent une rente de situation et un moyen d'empêchement. Mais ils ne sauront pas, l'avenir politique de notre pays ne se jouera pas dans les partis, parce que plus personne ne sait ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils sont. Ce ne sont plus que des cartels électoraux, sauf des entreprises unipersonnelles, comme le Rassemblement national, c'est pas le parti, les gens ne votent pas pour le Rassemblement national, ils votent pour Madame Le Pen, et pour ce qu'à leurs yeux, elle incarne, en particulier le fait qu'elle apparaît à beaucoup de gens, à tort ou à raison, mais comme le rempart contre le mépris de tous ceux qui les accablent de leur mépris. Voilà, c'est le sentiment gilet jaune, sentiment des classes populaires, le sentiment de, vous savez, ceux qui sont rien. Voilà. Donc là, ce qui va jouer, c'est ce qui restera des imaginaires collectifs et la sociologie ou la psychosociologie, plus que les partis politiques. Alors nous, en tant que parti, on va essayer de faire notre part tout de même dans ce changement. Et parfois, dans nos discussions et dans nos communications, on invoque l'imaginaire du CNR. Alors je sais que le sigle a été totalement dévoyé par notre actuel président, mais ça reste quand même une source d'inspiration. Alors une période qui n'est peut-être pas comparable exactement à celle que nous vivons aujourd'hui, mais est-ce que pour vous, ça peut être une forme de modèle dans l'action politique aujourd'hui de dire voilà, il faudrait faire une sorte de nouveau Conseil national de la résistance, et avec quelles frontières et sur quelle base, si c'est le cas? Oui, alors nul plus que moi ne révère le CNR. J'ai même fait un ouvrage de dialogue avec Robert Chambéron, qui est son dernier survivant. Nul plus que moi ne le respecte. Mais il y a un jour où il faut cesser d'être dans l'invocation, parce que CNR, c'est un beau mot, très détourné, vous l'avez dit, également dans tous les programmes de partis politiques. Qui ne parle pas de CNR aujourd'hui? Je vois bien en dehors des Verts, probablement. Mais et encore, j'en suis même pas sûre. Bon. Mais je veux dire, il y a un moment où aussi il faut inventer. Or, le problème devant lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un peu quand même aussi l'invention en politique. Supposons, comme le dit Henri Guénaud, je suis prêt à rejoindre son optimisme, que le politique rénové puisse tirer à lui une société
une société qui est tiraillée, encore une fois, par un différentialisme complètement excessif et faisant dégénérer absolument tout ce qui sont les solidarités collectives. Supposons qu'on ait ça. Il faut encore qu'on ait d'autres instruments. Il faut qu'on ait ce que les Grecs appelaient le kairos. Il faut le moment favorable, c'est-à-dire l'homme ou la femme, enfin l'individu, qui pourra porter naturellement le projet politique, celui dont Stéphane Rosès dit bien, très bien, que l'imaginaire des Français l'attend. Il attend qu'on leur dise vers quoi ils vont se dépasser. Et qu'on ne me dise pas que c'est une affaire de Ve République. C'est pas vrai. Dans tous les pays comparables aux nôtres, vous avez toujours un dirigeant qui a besoin de faire rêver, qui a besoin de présenter un objectif. Simplement, ça ne se fait pas de la même manière qu'en France. Mais c'est pas du tout, je crois, une question de Ve République, pas loin du monde. Il faut donc les circonstances favorables, le kairos. Il faut ensuite le personnel politique. Il ne suffit pas d'avoir des politiques déterminées, vous le savez comme moi. On a un problème d'élite dans ce pays. On a un vrai problème d'élite dans ce pays. Dieu sait que j'ai été payé pour m'en rendre compte. C'est vraiment... nous sommes arrivés à un moment où tout de même le modèle néolibéral, dont parlait encore Stéphane Rosès, que je ne cesse pas de citer, mais le modèle néolibéral a été porté par les élites françaises à un point tel qu'il y a un ouvrage américain qui, dans les années 2012, a montré le rôle spécifique joué par les Français dans l'instauration de la mondialisation libérale. Rôle spécifique, vous trouverez des noms, de l'OMC au FMI, en passant par d'autres instances moins connues. Les Français, l'élite française, qui a la particularité de détester son pays quand même, a joué son rôle. Parce que, regardez l'élite britannique crache sur son État toute la journée, mais elle est fière de sa nation. Ce n'est pas du tout le cas de la France. La France, il faut dénigrer. Ça, c'est un problème quand même très grave. Parce que des politiques qui veulent arriver à quelque chose, ils ont besoin de hauts fonctionnaires, pour appeler les choses par leur nom, qui sont prêts à servir l'État. Or, l'ENA a cette particularité absolument extraordinaire, c'est qu'elle a participé au redressement de la France en 1945, créée à la fois par Michel Debré et le Parti communiste, il ne faut pas l'oublier. Elle a participé au redressement de la France, et c'est la même école qui a participé ensuite à l'introduction du modèle néolibéral au tournant des années 80-90. C'est-à-dire que vous avez un paradoxe absolument extraordinaire. C'est la même école, et elle a quand même beaucoup centralisé les élites. C'est la même école qui a fait à la fois le redressement et d'une certaine manière aussi qui a participé à la destruction du modèle français. Et ça, c'est un cas historique tout à fait unique. Ça s'appelle l'ESP maintenant et a encore oui, mais enfin, changé. Je parle de l'ENA historique. Oui, justement, qui est voilà. Également détruite. Voilà. Donc il vous faut un moment favorable avec un individu, homme ou femme, porteur des valeurs politiques. Il vous faut une élite qui soit prête à servir du bon côté l'action publique, c'est-à-dire une action à long terme, débarrassée du tout budgétaire, bien que personne ne demande une action irresponsable, mais enfin tout de même, et qui soit une action à long terme. On peut prendre l'exemple du nucléaire qui a été dans ce pays sabordé par un certain nombre de gouvernements, particulièrement celui sous François Hollande, il faut bien le dire, et qui est pourtant une action d'intérêt national. Bon, il y a tout cela. Donc une élite qui est capable de refaire tout cela, pas seulement administrative, mais également économique et financière. Et puis il faut naturellement que le peuple veuille et suive et soit dans le mouvement. Et là, nous retrouvons quand même les problèmes des valeurs de la société, du rôle de la presse peut-être, et du rôle de l'école. Car si nous parlons de République, je ne vous étonnerai pas en disant que pour nous qui sommes chevènementistes, nous pensons que tout part de l'école. Mais pour que tout parte de l'école, il faut encore que ce soit les politiques qui fassent une école digne des citoyens. Et c'est le pari redoutable devant lequel la France est engagée, je crois. Donc il faut que cette conjonction astrale soit réunie. Le bon moment avec l'individu qui peut porter les valeurs réunissant le peuple français, une élite qui joue le jeu et qui soit prête à transformer cela en action, et puis un peuple qui suive, c'est-à-dire qui ait été formé véritablement au civisme, à la citoyenneté, à la laïcité dont nous n'avons pas parlé, dont nous pourrions parler quand même. Il faut tout cela à la fois. Voilà. Henri Guénaud, est-ce que vous partagez cette analyse ? Est-ce qu'un événement pourrait chambouler le destin politique de la France et favoriser cette convergence ? Oui, alors je partage tout à fait cette analyse, et en particulier l'idée que vous ne redressez pas une situation comme celle d'aujourd'hui tout seul. Le général de Gaulle, il n'était pas tout seul. Bonaparte, il n'était pas tout seul. Voilà. Quand vous prenez le général de Gaulle, il peut s'appuyer sur les réseaux de la France libre, de la résistance, et notamment
sur des hauts fonctionnaires qui étaient, et même des chefs d'entreprise, mais des hauts fonctionnaires qui avaient fait de la résistance ou qui avaient été dans la France, dont le caractère avait été forgé par l'épreuve de la guerre. Alors, le problème du recrutement des élites, c'est qu'il dépend des critères sur lesquels d'abord on les recrute. Dans un des derniers concours de l'ENA, la présidence du jury avait été donnée à une dame, alors qui au début de sa carrière était chercheuse en biologie, voilà, elle fait l'école normale supérieure, et puis qui était partie dans le privé très vite et qui avait fait toute sa carrière dans une entreprise automobile, atteignant un niveau assez élevé. On l'avait choisi délibérément. Cette dame, quand elle rend son rapport de présidente du jury, elle explique quand même que c'est quand même dramatique que les étudiants aient toujours le mot intérêt général à la bouche et pour l'État, alors que les entreprises, ils ont l'air d'ignorer que les entreprises sont aussi, participent aussi à l'intérêt général. Donc or, l'entreprise participe à l'intérêt général, mais c'est pas son objectif. Son objectif, c'est de gagner de l'argent, de produire des véhicules meilleurs pour l'automobile, les produits les meilleurs possibles qui vont pouvoir se vendre. Alors, quand elle réussit bien, elle peut contribuer à l'intérêt général, mais ça n'a rien à voir avec le service public dont la mission même est l'intérêt général. Mais quand vous faites ça, quand vous nommez délibérément des gens comme ça, moi j'avais proposé, je m'étais dit, mais on n'a qu'à nommer comme à la tête du conseil de recrutement, enfin de la commission de recrutement chez Peugeot, on n'a qu'à nommer un grand préfet ou voilà, parce que quand même, il faut aussi tenir compte il faut se tenir compte de l'intérêt général de l'État, mais on ne le fait pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout a été fait systématiquement pour ça. Enfin, je ne raconte pas ce qui est devenu l'école des sciences politiques, mais tout ça, on a constitué des conseils d'administration, on a nommé des directeurs, ils ont été soutenus droite et gauche confondus, alors qu'on savait très bien ce qu'ils étaient en train de faire et où ça allait mener. C'était délibéré. Donc voilà. Après, une fois qu'on laisse le système se dérouler, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'ils veulent réussir le concours, il faut qu'ils répondent aux critères. S'ils veulent sortir bien classés, il faut qu'ils répondent aux critères. Si ils veulent ensuite réussir leur carrière dans le privé ou dans le public, il faut qu'ils répondent aux critères. Et quand tout le monde trouve normal, par exemple, que à la sortie de l'ENA, les administrations viennent faire du recrutement et que Bercy, je pense notamment au service de la législation fiscale, par exemple, ça vient faire du recrutement en disant aux élèves, mais venez chez nous, 4-5 ans, vous allez vous former, vous allez faire des relations. Après, vous irez gagner des millions dans les grandes entreprises, dans des cabinets. On trouve ça normal. C'est ce qui se passe ? Oui. Je me souviens un jour, M. Sauvé m'invite à déjeuner pour me dire, vous vous rendez compte ce que fait Bercy ? Mais voilà, et donc, là encore, s'il n'y a pas la politique pour essayer d'endiguer ça, ça ne change pas du jour au lendemain. Et évidemment, si on est tout seul, ça ne peut pas marcher. Voilà. Alors, il y a quand même des choses qui changent, même dans cette élite administrative que j'ai beaucoup critiquée, moi, dans le passé. Il y a quand même quelque chose qui change, c'est que je trouve que dans l'État, aujourd'hui, il commence à y avoir des gens, et même dans les jeunes générations, qui pourtant ont été formés et recrutés de cette façon, il commence à y avoir un sursaut. C'est tellement, le délabrement est tel que il y a une petite lumière qui quand même s'allume et qui fait que peut-être si on trouve quelqu'un qui aura l'énergie suffisante pour fédérer tout ça et pour incarner, parce qu'en politique, il n'y a pas de politique sans incarnation, nulle part. Donc, alors peut-être qu'on peut y arriver, mais ça sera une tâche énorme. Voilà, et puis élite, moi c'est un mot que je n'emploie plus parce que une élite, c'est pas simplement un diplôme, c'est pas simplement un niveau culturel, intellectuel, c'est aussi d'abord un niveau moral. Et puis c'est aussi un sens de ses devoirs, et de ses responsabilités. Voilà. Et jusqu'à récemment, quand vous prononciez le mot raison d'État, sens de l'État dans une réunion au plus haut niveau de l'État, on vous regardait comme un être étrange.
sinon un peu déséquilibré, qui n'était pas à sa place. C'est-à-dire, c'était... Je finis par une anecdote, mais pour vous dire, c'est un vieux processus. Un ancien procureur général de la Cour des comptes m'a raconté cette histoire. Quand il était à l'ENA dans les années 70, avec quelques élèves, il décide d'aller demander un rendez-vous à Malraux. Donc, ils vont voir Malraux, et la première question que Malraux leur pose, c'est « Alors, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'ENA ?» Et le futur haut fonctionnaire en question répond on nous apprend le management public, déjà. Et Malraux, l'air atterri, dit ah bon? Pourtant, Michel Debré m'avait dit qu'on vous apprenait l'État. Effectivement. Alors, les moyens, quelque chose sur les moyens, peut-être. Très court, parce qu'on est au bout du débat. Donc, comment? En 3 mots. Oui, alors en 3 mots, encore une fois, on est tellement d'accord que ça devient gênant. Mais ça prouve quand même quelque chose. C'est qu'on peut s'entendre quand même, puisque c'était votre question initiale, sur des questions programmatiques. J'ai cité l'école, j'ai cité l'industrialisation, et nous avons longuement parlé des moyens de redresser l'Europe. C'est pas rien d'avoir un programme commun là-dessus. Tout à l'heure, je disais il faut absolument un individu. Mais je me souviens qu'avant la Révolution française, soyons larges pendant que nous y sommes, il y avait une multiplication, un foisonnement de clubs. Et c'est ce qui finalement qui a réacculturé ce qui n'était pas encore les partis dans la France. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le foisonnement de clubs, comme les 2 dans lesquels nous sommes, il y a celui que je préside aussi, République moderne, il y en a encore beaucoup d'autres, est-ce qu'on ne peut pas, à l'aide de ce foisonnement des clubs, réveiller un petit peu la conscience civique de nos concitoyens, les travailler. Voilà, ce serait peut-être la réponse que je ferai, parce que je ne crois pas, je ne suis pas pessimiste. C'est avec ces 2 courants que, à notre corps défendant, nous incarnons ici aujourd'hui. C'est avec ces 2 courants-là qu'on pourra reconstruire et la République, et la nation, et la souveraineté du peuple français. Quelque chose qui ne s'est pas perdu. Je pense qu'on peut applaudir très chaleureusement nos 2 intervenants. Et les remercier pour ce débat très riche.